Bonjour, aujourd'hui nous faisons la première interview avec un grand monsieur, monsieur Ibrahima Sissoko, un monsieur que j'apprécie énormément. On va le laisser se présenter et lui demander comment tu vas. Merci Kevin, merci à tous, merci d'avoir pensé à moi pour cette première émission. Oui, en fait, Ibrahima Sissoko, 43 ans, entrepreneur dans le domaine de la tech et du digital et passionné de tout ce qui tourne autour de la disruption. Donc, blockchain et tout ce qui va avec. Alors ma première question serait est la suivante. C'est quand la première fois que tu as entendu parler de la blockchain? La première fois que j'ai parlé de la blockchain, c'était aux alentours de 2010-2011, justement avec l'arrivée d'un cryptoactif, d'une crypto-monnaie, le Bitcoin. C'est la première fois où réellement j'en ai entendu parler, parce que en fait, à l'époque, c'était complètement fou le concept d'avoir une monnaie qui est virtuelle. Enfin, je m'entends bien, qui n'est pas physique, même si les autres monnaies ne sont pas forcément physiques. Mais c'était la première fois où il y avait ce concept-là, en se disant, c'est une monnaie qui a été créée, inventée par une personne et dont aujourd'hui, en fait, on arrive à avoir la traçabilité complète et dans un monde qui, pour nous, à l'époque, était complètement virtuel. Après, il a fallu comprendre comment ça fonctionnait, le pourquoi du comment. Donc, on va dire, il m'a fallu quand même un certain nombre d'années pour m'y mettre. Dans le sens où la première fois que j'ai entendu parler, c'est effectivement aux alentours de 2010-2011. Je n'étais pas forcément convaincu. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait derrière. Et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser à partir de 2014-2015. Voilà. Et crois-tu encore aux monnaies fiduciaires? Parce que moi personnellement j'ai arrêté d'y croire depuis que ce n'est plus baqué par de l'or. Mais comme tu dis par les planches à billets, crois-tu toujours aux monnaies fiduciaires? Tellement des monnaies fiduciaires, j'y crois encore. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, le principe de la monnaie est un principe basé sur la confiance. Si le Bitcoin s'est autant développé ainsi que les autres crypto-monnaies, c'est que c'est des monnaies où on a inspiré de la confiance. Même si derrière un calcul algorithmique et un calcul mathématique assez complexe qui permet de créer de nouveaux blocs de chaînes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a fallu que des gens aient confiance en la monnaie fiduciaire pour que ça puisse se développer. Si on prend un exemple, si, je sais pas moi, aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui décident d'aller dans leur agence bancaire et retirer tout l'argent qu'ils ont sur leur compte, ça ne pourrait pas fonctionner. Parce que ce qu'il y a en termes de représentation monétaire dans une agence bancaire ne représente éventuellement que 4% de 4% de la valeur totale de ce qu'il y a. Donc, c'est un principe basé sur la confiance. Moi, aujourd'hui, les monnaies fiduciaires, elles ont leurs limites, comme les crypto-monnaies ont et auront leurs limites. Ils vont collaborer, cohabiter un certain nombre de temps avant que peut-être l'une puisse disparaître au profit de l'autre. Mais je pense que c'est essentiel qu'on ait les deux, qu'aujourd'hui on puisse transformer une crypto-monnaie en fiat et inversement qu'on transforme du fiat en crypto-monnaie. Pourrais-tu donner une définition hyper simple de ce qu'est une blockchain? Parce qu'on entend souvent parler de blockchain, blockchain par-ci, par-là. Mais pour toi, c'est quoi une blockchain? Une blockchain est un registre, c'est comme une base de données géante où en fait chaque utilisateur de ce registre y a accès, il peut y inscrire des données et en parallèle on peut avoir la traçabilité, la sécurité, la désintermédiation. Voilà, essentiellement, c'est les trois éléments qui sont les plus importants dans une blockchain. Voilà, c'est vraiment se dire déjà qu'on supprime tous les intermédiaires, que en fait tous les intermédiaires ont accès à cette blockchain et savoir ce qu'il en est, les tiers de confiance, et la notion de traçabilité et de sécurité. Déjà, est-ce que tu penses que tout le monde devrait s'intéresser à la blockchain et tout ce qu'il y a autour, donc crypto-monnaie, NFT, DeFi, etc. Si oui, pourquoi? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, au niveau de la blockchain et même au niveau de l'ensemble des métiers, la désintermédiation devient un élément central. Le fait de pouvoir se passer d'intermédiaire, mais vraiment, jamais on prend des use cases, des cas d'utilisation, c'est vraiment de se dire qu'à travers des règles de gestion qui sont pilotées par des smart contracts, on puisse éviter de passer par des tiers. Et que là, en fait, tout est automatisé. Donc, je ne sais pas, moi, dans le cadre de la vente d'un terrain, si plutôt que de passer par la signature devant un notaire et la lecture des différents éléments, si on remplit, je ne sais pas moi, entre 5 et 7 caractéristiques selon les cas d'utilisation, l'hypothèse A fait que tu pars sur C, l'hypothèse B fait que tu pars sur D, et là, en fait, tu n'as plus forcément besoin d'avoir une personne physique qui est là à valider certains éléments. Ça permet, un, de gagner beaucoup de temps, deux, de faire abstraction de l'humain
Et ça, même jamais, ça peut choquer certaines personnes parce que l'humain est corruptible, mais faire abstraction de l'humain et garantir cette sécurité-là. Donc pour moi, en fait, la blockchain va révolutionner un certain nombre de secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité où on a besoin d'intermédiaires pour pouvoir contractualiser un certain nombre de choses. Penses-tu qu'avec la blockchain et le Web3, là je parle en termes de possibilités d'investissement, est-ce que tu penses que c'est comme si on était au début de l'arrivée d'Internet? En gros, en général, ce que je dis aux gens, c'est que imaginez que vous vous retrouvez en 2000 et tout en sachant tout ce que Internet a apporté aujourd'hui au monde, ce qui est sûr, c'est que vous allez vraiment beaucoup plus vous investir dans cette nouvelle technologie qui est Internet, investir un peu plus, faire beaucoup plus de recherches. Et moi, je pense vraiment que la blockchain et le Web3 aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se répéter. Es-tu d'accord avec moi? Kevin, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a eu le Web 1. Le Web 1, c'était uniquement de l'affichage de données. On a eu le Web 2, où grâce à l'arrivée de la 3G et ensuite de la 4G, où on a pu partager du contenu, vidéo, du contenu, tout type de contenu. Et donc, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux et des GAFAM. Donc, forcément, avec l'arrivée du Web 3, on va avoir, où là, en fait, on devient propriétaire de la donnée que l'on partage. Là, il va y avoir une nouvelle émergence de nouveaux acteurs et peut-être la redistribution de certaines cartes. Aujourd'hui, c'est les GAFAM. Peut-être que demain, on aura d'autres acteurs qui vont arriver, qui vont disrupter le marché. Donc oui, le Web 3, aujourd'hui, c'est un vecteur d'innovation et c'est un vecteur de canalisation de pouvoir. Donc je pense qu'il faut s'y intéresser, il faut regarder ça de près et il va y avoir l'émergence de nouveaux acteurs. Il va falloir le suivre de près. Pour toi, quel est le top 3 des domaines dont tu penses que la blockchain est réellement en train de disrupter? En termes de top 3, le premier top, moi je donnerais dans le domaine de l'énergie. Pourquoi dans le domaine de l'énergie? Parce que dans le domaine de l'énergie, aujourd'hui, si on parle de transition énergétique et écologique, qui pour moi est la cinquième révolution, il va falloir que si aujourd'hui on veut arriver vers le net zéro, on fasse preuve de consensus et qu'il y ait différents acteurs et différents domaines qui se parlent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de smart city, on parle beaucoup d'opérateurs de mobilité énergétique, on parle beaucoup de véhicules autonomes. Si ces différents éléments peuvent se parler et communiquer entre eux pour pouvoir réaliser certaines économies ou s'affranchir d'un certain nombre de choses, on va pouvoir vraiment avancer en termes de transition énergétique et écologique. Et donc, pour moi, c'est le secteur numéro un où il va falloir que la blockchain joue un rôle. Et actuellement, un certain nombre d'études sont menées par des chercheurs, par des privés, par des entrepreneurs qui justement veulent discuter ce secteur-là par l'intermédiaire de la blockchain. Donc, je pense que c'est le secteur numéro un. Ensuite, on a le secteur de l'industrie. Et quand je parle d'industrie, je parle d'industrie lourde. Je parle d'industrie dans le domaine de l'agroalimentaire, je parle d'industrie dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, de l'aérospatial, qui va jouer un rôle assez important où aujourd'hui ce sont des domaines qui sont quand même assez austères, qui évoluent au niveau de la transformation digitale et qui peuvent s'accélérer avec la blockchain, avec des use cases précis, j'en ai quelques-uns en tête, qui permettraient justement éviter cette désintermédiation, par la désintermédiation, et aller plus vite pareil en termes d'accélération. Et après, enfin, le dernier domaine, c'est tout ce qui touche autour de la fintech. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, où aujourd'hui on a beaucoup accéléré au niveau de la fintech, où la blockchain a beaucoup accéléré au niveau de la fintech, cette accélération va continuer. Mais pour moi, il est essentiel de partir vers des secteurs comme l'énergie dans un premier temps et ensuite l'industrie au sens global du terme. À titre personnel, quel est ton top 3 en termes de projets crypto? Les projets que tu aimes vraiment, soit parce qu'ils apportent une réelle disruption, soit parce qu'ils résolvent un problème réel, ou tout simplement parce que c'est innovant. Enfin, pour résumer, quel est ton top 3 projets blockchain et crypto? D'accord, là en fait, si on parle de top 3, je suis désolé, je vous donne une réponse qui est vraiment non conventionnelle. C'est que moi, j'ai commencé par investir dans la crypto-monnaie uniquement dans le but de spéculer. Pour moi, je considère les cryptoactifs comme un élément qui permet de faire de l'investissement. Tout ce qui tourne autour des monnaies des crypto-monnaies qui font du proof of work, pour moi, ce sont des monnaies d'investissement et pour faire de la spéculation. Après, les autres monnaies, comme l'Ethereum, comme les monnaies qui sont dérivées d'Ethereum, Polygon, etc., c'est des monnaies qui permettent de lever des fonds. Donc, j'ai investi effectivement pour spéculer, dans la vague de la spéculation, pour comprendre comment ça fonctionnait et en tant que trader. Et aujourd'hui,
j'ai un rôle qui est complètement différent, c'est que je ne m'investis dans un projet que quand j'y crois, que quand je vois qu'il y a une utilité particulière et qui va amener une disruption ou une innovation, même incrémentale. La différence entre une innovation de rupture et une innovation incrémentale, c'est que l'incrémental va partir d'un élément existant et va pouvoir apporter une amélioration ou un avantage compétitif. Et quel serait donc ton conseil pour une personne qui voudrait se lancer dans la blockchain, dans la crypto, peut-être pour entreprendre, pour investir? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Pour une personne qui voudrait investir dans la crypto ou se lancer dans le domaine des cryptoactifs, mon conseil principal, ce serait commencer par s'éduquer, se former, investir sur soi-même. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour comprendre le marché dans lequel on est, pour comprendre la disruption et les innovations qui vont arriver, il faut comprendre la technologie et à quoi elle va servir et surtout les différents cas d'utilisation qui vont en découler. Et pour ça, il faut commencer par se former et bien évidemment investir en soi-même. Ce que je dis toujours, c'est que dans un premier temps, faut apprendre à se connaître en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui veut évoluer. Donc, il faut tout le temps se former, s'éduquer. Et aujourd'hui, face à cette nouvelle technologie qui arrive et cette technologie qui va apporter vraiment une révolution au niveau d'un certain nombre de secteurs d'activité, il faut être prêt, il faut s'y préparer. Et donc, il faut comprendre les enjeux qu'il va y avoir. Donc, il faut se former. Donc maintenant, on va un peu sortir du domaine de la blockchain et de parler un peu de tout, d'entrepreneuriat, d'investissement. Et la question que je te poserais, c'est penses-tu qu'il y a une différence entre avoir de la liquidité et économiser? Parce que personnellement, un débat que j'ai toujours avec ma mère, c'est elle veut tout le temps que j'économise de l'argent. Je lui dis, ok, c'est bien d'économiser, mais moi je préfère investir l'argent que j'économise au lieu de le laisser dormir dans un compte bancaire, etc. Par contre, à côté, j'aimerais bien aussi avoir de la liquidité. Pas économiser, mais avoir de la liquidité. Donc, pour faire investir dans X ou Y, ou bien pour la vie de tous les jours, mais pas économiser. Donc, je sais pas si tu partages mon avis, ou bien est-ce que tu vois ça différemment. En tout cas, je comprends la préoccupation. Je comprends l'intérêt de cette question parce que c'est un intérêt qui est capital, enfin très important. Parce qu'effectivement, moi, je suis un peu comme toi. Moi, je fais bien la différence entre la liquidité et l'épargne. Et effectivement, pour moi, l'épargne, c'est une sécurité, entre parenthèses, où demain, tu peux pallier à un sort, un coup de la vie. Je sais pas, par exemple, demain, tu as une hospitalisation et dans un pays où, en fait, tu n'as pas la sécurité sociale, c'est bien d'avoir 5, 10, 15 000 euros de côté pour pouvoir y faire suite. Donc, c'est bien de pouvoir se dire qu'on peut économiser de l'argent et épargner. Même jamais cette épargne-là, entre parenthèses, ne te rapporte pas parce que c'est entre parenthèses une garantie. Par contre, je suis beaucoup plus dans la liquidité. Pourquoi? Parce que la liquidité aujourd'hui me permet d'investir, me permet de pouvoir me trouver dans une position où je vais avoir le choix au niveau des projets que je vais pouvoir suivre. Forcément, arrivé à un certain stade, tu peux soit être entrepreneur, c'est-à-dire décider toi de lancer un projet et dans d'autres moments, tu n'as peut-être pas la force toi d'entreprendre un projet ou de le mener à bout, mais tu peux contribuer à un projet en tant qu'actionnaire. Tu peux contribuer à un projet en tant que board advisor, en tant que contributeur. Et c'est bien d'avoir des capitaux qui vont te permettre de pouvoir dynamiser le projet ou de faire passer un certain cap. Donc c'est vrai que moi je suis plus attiré par tout ce qui tourne autour des liquidités et je pense que c'est important d'en avoir. C'est important de pouvoir se projeter avec des liquidités et pouvoir investir dans des projets. Je prends un exemple simple. Il y a quelques années, en fait, j'ai investi dans un projet moins de 5 000 euros. Et ce projet-là, sur quasiment 2 ans, m'a rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros que j'ai réinvesti. Plutôt que de les garder, j'avais le choix de me dire qu'est-ce que je fais avec cet argent-là. Est-ce que je le garde, est-ce que j'achète un appartement ou pas? Et je me suis dit, au stade où j'en étais, et par rapport à mon âge, je me considère comme jeune, même si j'ai passé la barre de la quarantaine. Merci. Mais je me suis dit, là, c'est peut-être pas le moment pour moi d'arrêter. Il va falloir que cet argent me serve et puisse permettre de développer mon écosystème. Donc, effectivement, cet argent a été entièrement réinvesti. Donc là, on va parler d'un sujet que tu apprécies, je pense, qui est la théorie des 10 000 heures. Un sujet, enfin, j'y crois, moi, à la théorie des 10 000 heures. Et je crois que toi aussi. Parce qu'on parle beaucoup de différents sujets, tech en général, on peut parler d'IA, d'aérospatial. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un sujet, tu achètes 5, 6 bouquins et tu te plonges dedans, tu apprends tout, tu essaies vraiment de te concentrer, d'apprendre un maximum. Et au bout de 2, 3 mois, tu sais pratiquement tout sur le sujet. Donc pour moi, ça c'est vraiment lié à la théorie des 10 000 heures. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le pratiques? Et comment tu le pratiques? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, tu viens de décrire la façon dont je procède.
Quand il y a un sujet qui me touche, quand il y a un sujet dans lequel je suis impliqué, pour moi, il faut se former et il faut s'éduquer à ce sujet-là. Et je n'hésite pas effectivement à acheter des livres, à lire dans un premier temps. Je n'hésite pas également à contacter mes pairs au niveau de ce sujet-là pour avoir leur retour d'expérience, pour pouvoir accélérer. Et je n'hésite pas également à le pratiquer. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est avec la pratique, forcément, que tu acquiers le plus de notions au niveau de ce sujet-là. Donc la théorie des 10 000 heures, non seulement j'y crois, mais je la pratique. Je ne serai pas expert dans tous les domaines, mais je pense qu'il y a pas mal de domaines qui sont concordants. Et aujourd'hui, il est clair qu'une personne qui a pratiqué 10 000 heures sur un sujet est excellent au niveau de ce sujet-là. Donc, j'y crois, le travail paye, le travail paie, le travail paie, et c'est par le travail qu'on arrivera vraiment à apporter de la valeur et à en créer. Donc, juste pour rappeler, la théorie des 10 000 heures, c'est une théorie qui dit que pour devenir expert dans un sujet, faut y passer au minimum 10 000 heures. Alors, monsieur Ibrahima Sissoko, quel est ton entrepreneur préféré? Mon entrepreneur préféré. La question avait déjà été posée il y a quelques années, voire quelques mois, lors d'une interview, hein, et j'avais parlé des frères Samwer, Rocket Internet, parce que j'avais aimé le fait qu'ils avaient réussi à reproduire des modèles économiques existants par intermédiaire de la stratégie de fast second et à améliorer ces modèles économiques. Aujourd'hui, que je me tourne de plus en plus vers l'industrie, effectivement, Elon Musk arrive en tête. Et on avait parlé à l'époque, justement de ce fameux Elon Musk. Et aujourd'hui, que maintenant je suis un peu plus rentré dans sa tête et que je vois comment il fonctionne, ce qu'il a mis en place, avec le bon et le mauvais, hein, bien évidemment, je me dis que quand même, pour lancer des projets comme Tesla et SpaceX, il faut y aller, il faut du culot, même si c'est concomitant. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire en termes de création d'emplois. Notions sur lesquelles je reste vraiment très concentré et centré. Je pense que la valeur arrive avec la création d'emplois et que la démonstration de la réussite ne passe que par la création d'emplois. Donc aujourd'hui, effectivement, à la tête des entrepreneurs, je mettrai Elon Musk. Et après, effectivement, les frères Samwer, je continue de regarder ce qu'ils font. Pour toi, quel est le secret pour réussir en investissement, en business ou même en entrepreneuriat? S'il y avait un secret, ce serait lequel? Pour répondre à ta question, s'il y avait un secret, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Je pense pas qu'il n'y ait qu'un secret. C'est la juxtaposition de plusieurs secrets, mais un des éléments les plus importants pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est apprendre à se connaître, savoir qui on est, quelles sont nos limites, d'où l'on vient pour savoir où on va aller. C'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est la notion la plus importante. Ensuite, quand on se connaît, s'entourer des bonnes personnes, parce que la notion d'équipe, la notion de complémentarité est très importante. C'est une notion qui est liée bien évidemment à un mariage, parce qu'on se marie avec son équipe, on se marie avec son associé. Et il est très important de se dire, voilà, en termes de projection, quelles valeurs on va apporter, quels principes on va apporter et où est-ce qu'on veut se diriger. Et après, la proposition de valeur. Mais pour moi, la proposition de valeur n'arrive qu'à la fin. Donc, un secret, non. Par contre, la concordance de plusieurs choses et de plusieurs secrets serait 1. Apprendre à se connaître, 2. S'entourer des bonnes personnes, et 3. Trouver une proposition de valeur qui puisse guider une équipe. Et justement, par rapport à tout ce qui est équipe, penses-tu qu'un entrepreneur qui veut réaliser de grandes choses, on va dire un entrepreneur un peu fou, parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un de fou, d'un peu fou, est-ce que tu penses que ses associés doivent être dans le même mindset, c'est-à-dire des mecs fous aussi, ou bien il faudrait qu'il y ait le contraire? Par exemple, dans mon exemple, j'ai lancé plusieurs projets, entreprises, et je distingue deux types d'associés. Donc j'ai des associés, peu importe le projet dont je leur parle, c'est en mode mec, on y fonce. À la seconde près, on y va, on défonce tout. Par contre, il y a d'autres associés qui sont en mode ouais, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est réalisable, etc. Pour moi, je pense que les deux peuvent apporter quelque chose dans le sens où c'est toujours pas une bonne chose d'être toujours dans sa bulle, de pouvoir foncer à fond et d'avoir une personne peut-être qui te ramène un peu sur pied. Et dans l'autre sens aussi, c'est toujours bien d'avoir une personne qui est aussi fou que toi, qui te permet d'accepter ta vision et de faire ce que tu as envie de faire. S'il y avait un choix à faire entre ces deux types d'associés, toi personnellement, tu choisirais lequel?
Moi, étant un peu fou, je choisirais la personne qui va essayer, qui va tout faire pour me freiner et qui va essayer de me raisonner. Et justement, cette personne-là, au sein de mon équipe, je l'ai déjà. Et c'est lui qui fait que il freine de ses quatre sabots quand moi je veux accélérer et que je veux prendre une fusée. Je pense que c'est bien parce que il va prendre tous les éléments et il va me challenger sur chacun des éléments que je vais évoquer. Qu'il est à tort ou à raison, parce qu'en fait la prudence est mère de sûreté. Mais par contre, quand je me lance dans un sujet, j'y vais à fond et euh, ma, je ne cherche même pas à convaincre, je ne cherche même pas à vouloir imposer ma vision. Je me dis que si j'entreprends, je prends tous les risques et j'y vais. Et je pense qu'il est important d'avoir quelqu'un, peut-être pas qui soit complètement son opposé, mais quelqu'un qui est capable de se challenger. Parce que jamais tu n'as que des personnes qui disent oui à ce que tu fais, forcément, tôt ou tard, tu vas te rétamer. Et là, ça va être très, très, très compliqué. Et quand tu es en dessous, il ne reste que toi. Donc, oui, moi, je pense que c'est bien d'avoir une personne qui est là pour te challenger sur tout ce que tu vas faire. Et même si elle n'est pas d'accord avec toi, c'est pas grave, c'est une complémentarité. Et il faut avoir de la complémentarité lorsque tu entreprends. Alors, tu es un serial entrepreneur, comme on le dit. Tu as 1000 entreprises, n'est-ce pas? Ouais, quand même, tu as vraiment beaucoup, beaucoup d'entreprises et de projets que tu as lancés. Est-ce que tu voudrais déjà nous en parler un peu plus? Peut-être pas tout, mais ce que tu voudrais vraiment mettre en avant, surtout un peu plus tech. Et parmi tous ces entreprises que tu as lancées, quel est le projet ou l'entreprise dont tu es la plus fière? Hmm, euh, je me considère aujourd'hui, entre parenthèses, comme un bébé en entrepreneuriat. Un bébé qui a éclos, mais un bébé dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai commencé par faire, c'est créer des opérateurs économiques. Aujourd'hui, quand on parle vraiment de disruption et de start-up, je n'en suis qu'au balbutiement. J'ai mis en place un certain nombre d'opérateurs économiques au sein d'un écosystème qui se parle à lui-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on décèle un besoin, on crée une entité qui va répondre à ce besoin-là pour faire circuler l'information, la cohésion et pour faire grandir l'écosystème. Maintenant, jamais on parle de disruption pure dont je suis très attaché. Il y a des projets sur lesquels je suis, euh, euh, comme par exemple le projet Namix, New Automotive on Mobility Exploration, qui est un projet de mobilité énergétique. Mais il y a d'autres projets sur lesquels je compte intervenir dans le domaine des télécoms, dans le domaine peut-être de l'aéronautique, etc., dont je parlerai certainement dans quelques mois. Généralement, la plupart du temps, je ne parle que de projets enfin, que lorsque les projets ont éclos. Je pense que c'est également un élément qui est assez important, c'est que il faut parler de ce qu'on a fait, pas de ce qu'on est en train de faire. C'est quoi ta startup de rêve? Une startup que tu voudrais vraiment créer absolument à tout prix? Pour résoudre un problème ou parce que tu trouves que c'est innovant ou ce serait quoi? Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour du développement durable, de l'économie circulaire, tout ce qui tourne autour des innovations au niveau d'énergie, me touche et m'intéresse tout particulièrement. Je pense qu'on est tous en quête de sens et de voir le réchauffement climatique et de ce que l'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants comme héritage, comme legacy, ça marque et ça amène à se remettre en question, à faire une introspection et se dire comment je peux contribuer à ma petite échelle à pouvoir améliorer ou offrir des perspectives meilleures. Euh, Si aujourd'hui on est à 40 ou 38 degrés en France, alors que moi, généralement, les étés, j'étais à l'époque à 31, 32 degrés, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'une dizaine d'années, moins d'une quinzaine d'années, là, il faut quand même commencer à se poser des questions, notamment au niveau de l'utilisation des énergies fossiles, notamment au niveau de la fonte des glaces. Je pense que si aujourd'hui on veut amener des vraies disruptions qui vont permettre de nous amener nous-mêmes à la quête de sens et à la pérennité de notre civilisation, il va falloir qu'on œuvre pour le net zéro. Comment, pourquoi, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais je pense que c'est là, dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, où j'aimerais beaucoup pouvoir intervenir. Voilà. Et j'y consacre du temps. Donc tu penses que les prochaines grandes startups seront des startups qui vont évoluer dans le domaine de l'environnement, du climat, etc. Effectivement, pour moi, les startups, peut-être pas les plus grandes, mais celles qui vont apporter une valeur réelle et qui vont marquer notre temps, ce 21e siècle, ce seront les startups qui vont amener
vraiment une vraie disruption à ce niveau-là, notamment au niveau d'énergie. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On n'a pas fini de découvrir tout ce qu'il faut pour que ça puisse arriver. Moi, je prends par exemple l'hydrogène. Je suis un convaincu d'hydrogène. Pour moi, c'est le vecteur d'énergie qui va permettre de disrupter la mobilité, mais également un certain nombre d'infrastructures. Par contre, le moyen de le faire, on l'a peut-être pas encore trouvé. Mais ça ne pourra se faire sans. Là, je vais te demander ton avis sur deux sujets sur lesquels on a beaucoup parlé. Donc, l'aérospatiale et l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as fait des recherches dessus? Pour toi, quels seraient les éléments de disruption dans l'aérospatiale et, euh, et aussi dans l'intelligence artificielle? En gros, dans quel domaine tu penses que l'intelligence artificielle pourrait vraiment avoir une réelle valeur? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé, mais est-ce que ça a vraiment de l'impact comme ça devrait l'avoir? Donc, quels sont tes avis sur ces deux sujets? Dans un premier temps, pour ne parler que d'aérospatiale, c'est une nouvelle passion. Et c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que j'ai découvert tout ce qui tournait autour de l'aérospatiale, des satellites géostationnaires, et de ce que ça pouvait amener de modèles des côtés télécommunications. Donc déjà, un, je te remercie. Et deux, je passe ouais, effectivement un peu de temps dessus. En parallèle, euh, pour moi, il y a tout à faire. C'est-à-dire que depuis que l'homme a marché sur la Lune, et il n'y a qu'Elon Musk qui a vraiment ramené, euh, je vais utiliser toujours le mot disruption, mais vraiment une valeur en permettant à des fusées de pouvoir atterrir et c'est forcément diminuer drastiquement le coût d'ingénierie au niveau des fusées et le coût également d'infrastructure au niveau des fusées. Il y a énormément à faire et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'en fait, au niveau de l'espace et de l'étendue de l'espace et de ce que ça peut nous apporter, bah, aujourd'hui on est peut-être à 1%, peut-être à 2%, même si on sait que bah, l'univers évolue, l'univers grandit et qu'on ne connaît pas l'étendue de tout ce qu'il y a dans l'univers. Les matériaux, pour moi, est une science importante. Les matériaux qu'on peut retrouver dans l'univers et qui pourront peut-être nous aider aujourd'hui ou demain ou après-demain à pouvoir amener un changement peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau de l'infrastructure, peut-être au niveau de l'énergie, au niveau de la matière en elle-même, de la composition de cette matière en elle-même. Il y a énormément de choses encore à faire. Pareil pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous permet, via des outils de simulation, d'aller plus vite, de pouvoir calculer des éléments beaucoup plus vite, de prévoir, de faire de la prédiction. Je pense que combiner l'industrie au sens large, combiner à l'intelligence artificielle et à la blockchain, offre de belles années de perspectives de développement devant nous. Et pour finir, j'ai une théorie que j'ai, qui est, enfin, j'appelle ça la théorie du mouvement. Enfin, la théorie est la suivante. Je pense que plus on est en mouvement, plus la probabilité de faire des collisions avec d'autres objets, d'autres éléments est grande. Donc, plus la probabilité de créer de la valeur est grande. Donc, ça, c'est une théorie personnelle que j'ai. Je ne sais pas ce que tu en penses et ton avis par rapport à ça. Je te rejoins sur cet élément-là. Rien ne se perd, tout se transforme. En allant au contact des gens, tu apprends des choses, tu confrontes des choses. Vous établissez des cultures qui vont devenir d'autres systèmes de culture. Quand on parle d'écosystème, et j'aime bien parler d'écosystème que l'on a créé, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas tout seul à la création de cet écosystème-là, on a été confronté des visions, on a été confronté des personnalités, des cultures, on a été confronté des systèmes de valeurs. Et on a su en tirer à chaque fois le meilleur. Bien évidemment, on se trompe, bien évidemment, on fait des pertes, mais ça nous permet de grandir et je pense que c'est l'échec de l'échec qui amène au succès. Donc, tant qu'on ne bouge pas, tant qu'on ne se lance pas, tant qu'on n'est pas en mouvement et constamment en mouvement, on n'évolue pas. Et je pense qu'en termes de soft skills, c'est hyper important parce qu'il faut apprendre aux générations futures et les générations présentes de pouvoir toujours se mettre en mouvement. Quel que soit ce que ce mouvement apporte, il apportera du bien et du mauvais, mais forcément, si on reste chez soi et qu'on n'est pas en mouvement, ça n'apportera rien. Merci vraiment pour ta disponibilité, ton temps et tes connaissances. Cet échange fut hyper instructif pour moi et j'espère que ça le sera pour vous aussi. Quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, j'aime bien répéter la même chose, peut-être parce que je suis trop vieux, mais investissez sur vous-même. C'est le plus important. Apprendre à se connaître, investir sur soi-même, confronter sa vision avec d'autres personnalités, ne pas hésiter à être en mouvement, à rencontrer des gens. On est sur le territoire départemental, régional, international.
et créer de la valeur. Créer de la valeur, créer de la valeur autant qu'on peut. Parce que le passage sur Terre, il est court, il est réduit. Et je pense qu'il est important que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice, sans oublier les personnes qui nous entourent, bien évidemment. Merci, monsieur Ibrahim Sissoko.